Et donc, la dernière présentation du panel de la journée et du colloque sera celle donc de Mégane Bédard. Elle est étudiante au doctorat en sémiologie de l'Université du Québec à Montréal. Elle a complété une maîtrise en études littéraires à l'UQAM sur les dynamiques d'expansion transmédiatique et transfictionnelle de la franchise Alien. Ses recherches actuelles se concentrent sur les communautés de fans, donc on y reste, et sur la construction de l'identité fan au regard de la sémiotique des affects. Elle est co-animatrice du podcast Pop en stock, chroniqueuse régulière à l'émission Les Amazones sur les ondes de choc.ca et signe des articles dans la revue Pop en stock, le magazine L'Artichaut et l'ouvrage Un Noël cathodique, la magie de ciné-cadeau déballé, qui a été publié aux éditions Ta Mère en 2017. Ses recherches sur la franchise Alien paraîtront dans un ouvrage, là encore aux éditions Ta Mère en 2020. Sa présentation s'intitule « Ce que les spoilers font aux fandoms, l'expérience collective de l'intervalle télévisuel ». Merci, merci. J'ai un petit problème à l'oreille. Je veux savoir si vous m'entendez en ce moment. Oui? OK, c'est bon. D'abord, je veux remercier les organisateurs et organisatrices du colloque. C'est vraiment un honneur de conclure le colloque. Un petit peu de pression, mais j'espère que ça va bien se passer. En fait, félicitations aussi à la personne qui a fait l'horaire parce que c'est une belle continuité avec la présentation de Simon qui donc, je vais aborder un peu les mêmes thèmes et aussi quelques thèmes présents qui ont un peu parsemé le colloque depuis le début, notamment la question des spoilers. Donc, on a entendu quelques avertissements de spoilers. Donc, voilà, je me lance. Je vais commencer ma présentation en énonçant une évidence qui a été très bien argumentée dans les présentations de ce matin. Donc, l'intervalle sériel peut être considéré comme un élément majeur dans la fondation des communautés de fans. Donc, l'attente entre les épisodes, les hiatus entre les saisons, l'anticipation qui les accompagne mobilise les fans, provoque les conversations autour de la machine à café ou sur Reddit. L'appréciation de l'épisode précédent ou les théories sur la suite de la narration sont intrinsèquement relationnelles. On peut citer l'exemple de la BBC, donc le National a mentionné ce matin, Sherlock, et ces longs hiatus entre les saisons qui ont provoqué un foisonnement de théories de fans, des spéculations et de création de contenu fanique, donc fanfiction, fanart, etc. Dans le temps de cet intervalle, la communauté satellitaire grandit et se complexifie. Il s'agit d'un phénomène qui s'applique évidemment à l'ensemble des œuvres sérielles et pas seulement à la télévision. L'exemple de la série Sherlock n'étant qu'un écho contemporain du phénomène collectif s'étant produit à l'époque de Conan Doyle. Donc, la réflexion que je vous présente aujourd'hui émane de plusieurs observations. D'abord, l'émergence de nouvelles plateformes de distribution et de consommation des œuvres télévisuelles et cinématographiques comme Netflix, Hulu, Prime Video, etc. semble transformer la manière dont on produit et consomme les œuvres. Bien qu'on ait encore des séries télé qui paraissent hebdomadairement, certaines sont toutefois rendues disponibles dans leur entièreté en un jour, favorisant la systématisation de la pratique du binge-watching. Pratique qui, à son tour, demande aux créateurs de revoir la manière dont ils ou elles écrivent les scénarios télévisuels. La masse des produits culturels disponibles, couplée à l'impossibilité évidente de pouvoir consommer l'entièreté de cette masse, a comme conséquence d'élargir les intervalles entre le moment de parution et le moment de l'écoute. Cette disparité n'est que la version contemporaine des décalages des fuseaux horaires, par exemple, qui retardaient la diffusion des épisodes. Et dès l'arrivée d'Internet, des fans qui discutaient de l'épisode diffusé d'un côté du monde sur les forums en ligne, alors qu'il n'avait pas encore été diffusé ailleurs, qui créait justement la question des spoilers et du spoiler alert. Ainsi, on observe aujourd'hui qu'il y a une systématisation de la culture de l'avertissement, plus particulièrement de l'avertissement de la présence de spoilers. Donc, on en a eu des échos aujourd'hui, notamment. La notion de spoilers n'est pas une notion propre aux contemporains, mais sa signification change en fonction des contextes et des communautés. J'aimerais donc profiter de l'occasion offerte par ce colloque pour réfléchir avec vous à nos pratiques de spectature et de lecture des œuvres sérielles, en prenant comme point central la question des spoilers. Qu'est-ce que nos réactions aux spoilers révèlent sur notre posture de spectateur, spectatrice, lecteur ou lectrice? Sur notre posture de fan, peut-être, et enfin, sur notre posture académique. Puisque la pratique de l'avertissement de spoilers s'est infiltrée dans les cercles académiques, notamment dans certains colloques qui traitent d'œuvres appartenant à la culture populaire, donc comme en ce moment. Plus largement, donc, l'étude de l'intervalle sériel permet de s'interroger sur la réception pragmatique, plus précisément sur notre posture interprétative lors de la réception des œuvres et sur ce qui la conditionne, sur les processus de création de communautés et les subjectivités imaginées qui les accompagnent. Pour l'exercice, je voulais initialement cibler un corpus télévisuel, comme mon titre
le mentionne, mais je crois que la réflexion peut s'appliquer à tous les supports sériels. Je vais par conséquent utiliser la notion de texte en tant qu'objet sémiotique qui désigne les récits sériels qui nous intéressent aujourd'hui et interchanger les notions de lecture et de spectature, bien qu'il faille nécessairement apporter des distinctions essentielles aux deux activités de réception, mais pour fitter ça en 20 minutes, on va les interchanger. Donc, commençons tout d'abord par tenter de définir ce qu'est un spoiler, puisque la notion comporte son lot d'ambiguïté. Donc, Jonathan Gray et Jason Mitchell, dans leur analyse des communautés entourant la série Lost, proposent une définition pragmatique du terme. Donc, pour eux, le spoiler est dans l'œil de celui ou celle qui le regarde. Ainsi, c'est l'interprète qui détermine de manière très subjective et idiosyncrasique ce qu'il ou elle définit comme spoiler. Il peut s'agir d'éléments d'intrigue qui dévoilent la fin du texte, de la mort de certains personnages, des revirements de situation ou des plot twists surprenants. Certains fans considèrent les previews d'épisodes à venir ou les previously on au début d'un épisode d'une série télé comme des spoilers. Le casting d'un acteur, par exemple, ou la fuite prématurée ou non désirée d'un scénario, ou même la pub d'une gamme de jouets ou de produits dérivés peuvent aussi potentiellement constituer des spoilers. Donc, l'utilisation des spoiler alerts, la notion même de spoilers et la réaction qu'elle provoque semble ainsi avoir avec un certain type d'expérience de l'objet influencé par plusieurs facteurs. J'entends par expérience le fait d'éprouver personnellement quelque chose. Faire l'expérience de la lecture ou de la spectature est par conséquent un acte personnel, subjectif, mais qui mobilise un ensemble de processus interprétatifs réglés en fonction de l'objet dont on fait l'expérience. Le spoiler peut donc ruiner, si on se réfère à son étymologie, des textes qui possèdent une forme particulière de narration, donc qui est très souvent sérielle, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains genres fictifs, comme le policier ou le suspense, et certaines formes de récits, comme la nouvelle et sa finale surprenante, offrent un danger plus grand que le plaisir de lecture soit divulgaché par la connaissance de certains éléments du récit préalable à la première lecture. Donc, bien que le texte détermine une partie de son processus interprétatif, fuir ou vouloir se protéger des spoilers sous-entend un investissement cognitif et affectif considérable dans l'œuvre que je lis ou que je regarde. Ainsi, notre attitude vis-à-vis des spoilers soulève des questions qui touchent à la fois au plaisir du texte, au pouvoir immersif de la fiction, aux enjeux entourant les communautés de fans et qui nous poussent même à devoir réévaluer la définition que nous donnons à la notion de texte. Pourquoi donc avons-nous peur des spoilers? Donc, le spoiler ruine la surprise. Connaître des informations clés sur le récit à consommer le ruinerait, selon la croyance populaire. L'ordre saisi voulu de la narration, ou pour le dire autrement, ce qu'on imagine comme étant la manière idéale de lire le texte, sans aucune connaissance préalable de l'histoire qui sera consommée. Or, c'est utopique d'imaginer qu'il soit possible de lire pour la première fois un récit, surtout lorsqu'on consomme des œuvres populaires. Chaque texte est palimpseste, traversé de conventions qui le précèdent, inspiré de schémas narratifs construits par des milliers d'années de transmission de récits. Plus encore, la réécriture et l'adaptation dominent dans le paysage culturel populaire contemporain. Pourtant, la volonté de fuir les spoilers suggère une posture ouverte à la surprise, ouverte à la découverte des mystères réservés par le récit. Il est d'intérêt de se pencher un instant sur les dynamiques qu'impose la lecture du texte divulgaché ou non divulgaché. Pardon. Donc, les études de Mattei Calinescu sur la relecture suggèrent en ce sens que la première lecture est habituellement un processus diachroniquement linéaire, ce qu'on pourrait comparer à la notion de lecture en progression telle que Bertrand Gervais l'a définie. C'est-à-dire un mouvement de lecture qui s'intéresse à comprendre les éléments du texte et qui adopte le protocole institué par le contrat de lecture. Calinescu suggère que la possibilité d'effectuer une double lecture, l'équivalent d'une relecture au moment de la première expérience du texte, qui serait facilitée par une connaissance préalable des éléments de l'intrigue, donc par la connaissance des spoilers. Les études psychologiques sur le sujet, donc j'ai pas le temps de parler en profondeur de ces études-là, mais on peut en rediscuter pendant la période des questions si ça vous intéresse. Donc, ces études, ainsi que les sondages effectués dans les communautés de fans, donc qu'on peut lire particulièrement chez Henry Jenkins, lorsqu'il étudie la communauté de Survivor, et Jason Mitchell et Jonathan Gray, dans leur étude sur Lost, donc confirme l'hypothèse de Mattei Calinescu au sujet de la compréhension du texte et des spoilers. Donc, il associe ce dernier type de relecture aux critiques et aux universitaires dans le domaine, dont l'expertise dans le domaine, leur permet d'analyser la construction de l'œuvre et d'identifier ses éléments métaréflexifs ou intertextuels au moment de la première lecture.
À l'inverse, il associe le plaisir, là je le cite, je le traduis et je le cite, il associe le plaisir naïf de la première lecture linéaire et curieuse au happy ordinary reader. Or, selon Bertrand Gervais, les deux économies de l'acte de lecture, donc la lecture en progression que j'ai mentionné précédemment, et la lecture en compréhension, donc qui renverse le rapport de subordination au texte dans le but d'effectuer une lecture d'acquisition des éléments du texte, donc d'en faire une interprétation. Donc, ces deux actes de lecture sont deux opérations indissociables et ne constituent pas nécessairement deux moments distincts de l'acte de lecture, et ce, peu importe l'expertise académique ou non de la lectrice ou du lecteur. Donc, dans un premier moment, on serait prompt à associer d'une part la posture des fans ou celle du grand public moins fan, qui veulent éviter les spoilers, qui s'organisent en communauté, qui développent des techniques de partage et de critique des œuvres visant à séparer les espaces de discussion avec et sans spoilers, et de l'autre, la posture des critiques qui s'intéressent peu de se protéger des divulgateurs et qui priorisent une analyse et une appréciation de l'œuvre dans son ensemble, donc sans amputer la narration de sa fin, quitte à révéler les mystères et les surprises. Donc, l'argument de l'étude du médium ou de la qualité de l'exécution relaie alors dans leur discours, le discours des critiques, la fiction et l'investissement affectif au second plan. On remarque alors que ces deux postures sont moins nettement distinctes. La compréhension du texte et le plaisir de lecture, bien qu'ils puissent être interreliés corrélativement, doivent être considérés distinctement lorsqu'on parle d'expérience du texte, puisqu'il existe une pratique de fans qui consomment des spoilers, donc la communauté, les communautés dont je parlais, les articles dont je parlais tout à l'heure de Henry Jenkins, Jonathan Gray, Jason Muttles, en font le témoignage. Ce qui nous pousse à étendre la définition du texte en prenant compte des usages paratextuels, dont on a eu beaucoup d'exemples précédemment, par les communautés en ligne. Les fans de spoilers consomment ainsi le texte comme un jeu, et le plaisir de l'expérience leur vient en grande partie à travers l'expérience collective de cette chasse au trésor et par le biais de l'interaction avec les autres membres de la communauté. Ainsi, les spoilers font éclater les frontières du texte telles que se conçoivent dans les théories plus linéaires de la lecture empirique. Donc, de l'autre côté, il existe aussi une posture critique qui veut composer avec les contraintes des divulgateurs, mais qui valorise tout autant l'analyse en profondeur du texte. C'est une des observations à l'origine de ma communication, donc l'observation des manières de négocier le plaisir naïf de la première lecture et la critique tout en considérant l'expérience de la tension narrative pour se référer aux thèses de Raphaël Baroni. Donc le plaisir du suspense, la curiosité et de la surprise dans nos analyses postérieures. Nous effectuons certes des analyses incomplètes, utilisons des spoiler alerts qui encouragent les écoutes différées de communication de colloques ou des lectures retardées postérieurement à la consommation du texte traité dans l'analyse afin de se laisser aller au plaisir de la première lecture non spoilée. Pourquoi alors lire ou regarder pour la première fois, vivre les surprises, vivre les plot twists, succomber volontairement aux subterfuges, aux mensonges et narrations trompeuses? Pourquoi lire dans le bon ordre et vivre la tension narrative telle que le texte voulait nous la faire vivre? Donc, lorsque je suis la mécanique du texte, lorsque je m'inscris en rouage à la machine interprétative du texte, ou, autrement dit, lorsque j'essaie de me mettre dans les souliers de son lecteur modèle, pour reprendre le concept d'Umberto Eco, je désire faire une expérience qui est celle des fans, du moins celle que j'effectue lorsque je suis fan, ou celle que je peux imaginer que je pourrais effectuer si je suis un fan de telle série. Donc, cette volonté personnelle d'éviter les spoilers dériverait ainsi d'une démarche auto-ethnographique où je fais l'expérience de la nouveauté que je considère comme une expérience authentiquement fan, puisque cette expérience m'offre une meilleure compréhension de l'objet que je consomme et de la relation affective que je peux entretenir avec celui-ci. Donc, c'est donc moins le plaisir du texte qui m'intéresse ici que les discours et la posture sous-entendue par la réaction qu'on peut avoir par rapport aux spoilers. Autrement dit, je m'intéresse moins à savoir si cognitivement et affectivement les spoilers augmentent ou non le plaisir relié à la première lecture, mais plutôt à savoir ce que l'animosité envers les spoilers et les implications que ce type de discours charrie, ainsi que les stratégies utilisées pour négocier la critique et le plaisir du texte, révèlent sur une certaine posture académique et sur l'idée que nous faisons d'une expérience authentique du texte. Or, il y a plusieurs manières d'être fan, on l'a vu, et fuir les spoilers n'est qu'une manière parmi d'autres de consommer les textes. La volonté de se préserver des spoilers et de faire l'expérience une première fois sans connaissance préalable de l'intrigue provoque par conséquent une certaine posture d'abandon affectif par rapport à l'objet, une certaine posture qu'on appelle acafan. Donc, c'est dans l'ouvrage Fan Cultures que Matt Hills définit les acafans comme une posture hybride qui négocie deux points de vue,
deux approches radicalement différentes des objets populaires. Cette bipartition entre la posture académique et la posture fan, analogue à la première bipartition que j'ai faite entre la critique et les fans, participe à l'instauration d'un discours reproduisant ce qu'il appelle des dualismes moraux, donc c'est-à-dire une tendance à homogénéiser les groupes qui serviront de repoussoir lors de la construction de notre identité. Donc, on assiste à une marginalisation mutuelle des deux positions. Donc, l'une est valorisée, l'autre délégitimée. Ces discours antinomiques se structurent, selon Matt Hills, à partir d'une subjectivité imaginée, imagined subjectivity, c'est-à-dire une version idéalisée d'une subjectivité qui ne correspond en rien au sujet empirique et qui permet d'établir et de maintenir une communauté, ainsi que le système de valeurs qui lui est associé. La subjectivité imaginée accorde en ce sens une importance au trait d'une communauté donnée. Donc, l'identité universitaire, par exemple, valorise le sujet rationnel, l'objectif et l'argumentation, la persuasion, tout en dépréciant ceux des groupes se situant à l'extérieur, dans ce cas-ci, par exemple, la passion et l'engagement émotionnel des fans. Une approche ethnographique et auto-ethnographique constitue en ce sens une tentative d'allier l'expérience fan vécue à la critique universitaire. La posture acafane nécessite alors d'embrasser les contradictions propres à ce point de vue hybride, variant nécessairement en fonction des usages des chercheurs et des chercheuses. La construction de l'identité acafane s'effectue ainsi à partir d'une subjectivité imaginée qui rassemble nécessairement des individus en collectivité dans l'opposition à un autre, avec un grand A, servant de repoussoir. Le regroupement sous-entend donc un double mouvement. Premier mouvement désigne la construction de la consolidation de la collectivité qui s'assemble autour d'une certaine subjectivité imaginée. Donc, plus qu'une subjectivité imaginée, on pourrait parler alors, pour reprendre le terme de Benedict Anderson, des communautés imaginées. Le partage du plaisir du texte et plus généralement de l'appréciation constitue, dans le cas du sujet qui m'intéresse aujourd'hui, une dynamique essentielle à la formation de la communauté et à sa consolidation. Intervient ici, dans la formation de l'identité acafane, une dimension fortement socio-affective, au sens où l'individu bâtit son identité à travers son expérience affective partagée en une communauté, ayant vécu une expérience similaire, ou à tout le moins recherchant cette expérience similaire du texte. Le second mouvement, donc, c'est celui de l'interprétation des œuvres en fonction de la communauté de fans, dans laquelle... Donc, c'est ça. En fonction de la communauté dans laquelle l'interprète s'inscrit, donc la communauté interprétative, pour reprendre le concept de Stanley Fish, qui dirige et influence la réception des textes. Par conséquent, l'interprétation pragmatique du texte s'effectue en fonction d'expériences affectives partagées et similaires. À ce point de vue, il serait intéressant donc de se méfier de nos habitudes de lecture et de se retourner parfois pour observer ce qui se cache dans leurs angles morts. Donc, la construction identitaire du groupe acafane qui fuit les spoilers dans le but conscient ou inconscient d'effectuer l'expérience de la nouveauté et de lire le texte dans l'ordre où il était destiné. Donc, cette communauté, donc, s'organise très précisément autour d'un type d'expérience affective et cognitive particulier. Donc, les recherches psychologiques que je mentionnais précédemment sur l'effet des spoilers sur le plaisir du texte. Donc, je me réfère particulièrement aux études de Benjamin K. Johnson et Judith E. Rosenbaum qui font intervenir dans l'appréciation du texte l'évaluation du besoin individuel de cognition et du besoin d'affect. Donc, ce qui nomme le need for cognition et le need for affect, c'est-à-dire respectivement la marge de plaisir qu'une personne ressent lorsqu'elle prend... la marge de plaisir qu'une personne ressent lorsqu'elle prend au processus de compréhension des éléments de l'histoire et aux défis intellectuels, et le plaisir à ressentir des émotions fortes. Donc, brièvement, les conclusions montrent, dans leur étude de 2016, que les individus aux besoins de cognition et d'affect élevés préfèrent les histoires non divulgachées. Ainsi, c'est le plaisir du texte dérivé de l'expérience de la tension narrative et ses éléments intrinsèques, tels qu'étudiés par Raphaël Boroni, le suspense, la curiosité et la surprise, qui forment un des traits définitoires d'une certaine identité acafane. Merci. En fait, sur cette réflexion sur les paradoxes du spoiler, qui est finalement la tentation de divulgacher, ce qui est déjà finalement une sorte de palimpseste, c'est quelque chose qui a précédé, mais aussi tout ce qui a trait finalement à l'investissement affectif dont on a parlé finalement plus tôt cet après-midi. Et en fait, vous
poser vraiment une bonne question théorique à partir aussi d'une grande tendance de l'université d'aujourd'hui à s'intéresser à l'extrême contemporain. Et donc, tout, c'est-à-dire même que ce soit un grand roman sérieux ou une série télé ou le dernier podcast, en fait, tout est divulgachable aujourd'hui. Donc, effectivement, ça appelle une nouvelle posture critique. Commentaires, réactions? Je pense que j'avais déjà raconté cette anecdote-là, Megan, mais je me souviens d'une conversation avec un ancien collègue de travail où je parlais d'un jeu de Batman. J'avais dit, je suis rendu à la fin, puis le dernier boss, c'est Bane. Et là, il était fâché, il disait, c'est un spoiler. Puis je lui disais, tu Batman, c'est la même maudite affaire depuis 80 ans, c'est pas Bane, c'est un autre méchant qu'on connaît. Il n'y en a pas des nouveaux. Mais c'est intéressant, ça, de ce qui... Quand tu évoques ce théoricien-là qui dit que le spoiler est dans in the eye of the beholder, pour moi, savoir que Bane va se retrouver dans un jeu vidéo de Batman ne m'apparaît pas comme un spoiler, même que ça m'apparaît... Son absence me choquerait plus que sa présence. Je trouve ça intéressant, cette notion-là de subjectivité du spoiler, qui en fait un objet, si on peut l'appeler ainsi, du moins un objet discursif, difficilement théorisable. Parce que ce serait possible d'enseigner un cours sur Madame Bovary, et là on dit aux étudiantes, ben, vous savez à la fin quand elle meurt, et quelqu'un pourrait légitimement lever la main en disant, mais non, mais c'est scandaleux, je ne le savais pas. Parce qu'il est censé avoir lu le bouquin à ce Oui, il y a ça aussi, oui, effectivement. Ouais, mais s'il ne l'a pas fait, c'est ça. c'est intéressant parce que c'est ça, j'ai quand même, dans mes études en général, dans mes analyses, j'ai une approche très pragmatique. Fait que c'est sûr que moi, j'aborde la question du spoiler à partir de cette approche théorique-là, au sens où... Mais en même temps, c'est ça, il y a tellement un pan affectif omniprésent quand on aborde la question des spoilers, parce que souvent, les gens qui veulent pas se faire divulgacher, ils ont une réaction très négative et très affective. Ils sont fâchés quand on leur dit quelque chose qu'ils voulaient pas savoir. Que c'est un peu inévitable. On peut pas avoir une approche structuralisante du spoiler, ça se fait pas. À mon avis, ça serait vraiment très difficilement faisable. Mais ouais, le Madame Bovary, c'est drôle parce qu'il y a certaines histoires qui sont... on dirait que, peut-être parce que ça appartient au canon littéraire, Madame Bovary, on sait qu'elle meurt à la fin, mais par exemple, des œuvres plus anciennes, comme les œuvres d'Agatha Christie, il y a vraiment un respect par rapport à la fin du texte qui ne doit pas être... Il y a eu beaucoup de débats aussi à ce sens-là, surtout sur Wikipédia, qui faisait les résumés puis qui divulgachait la fin surprenante des textes. Même chose pour sa pièce de théâtre de Mousetrap, où en fait, on demande aux spectateurs et spectatrices de la pièce de théâtre de ne pas dire c'est quoi la fin aux autres personnes qui n'ont pas encore vu la pièce. Donc, il y a ce respect-là autour de ces histoires-là. Tandis que Madame Bovary, je pense pas que c'était pas intrinsèque au genre narratif dans lequel le roman de Flaubert s'inscrit. Mais maintenant, je pense, Monsieur David, vous avez évoqué le palimpseste. Et alors, c'est intéressant parce que là, on a comme un drôle de type de référence. L'intertextualité, on la pense généralement par en arrière. C'est parce que je suis familier avec Batman que je m'attends à ce que Bane apparaisse dans un jeu vidéo. Alors que le spoiler, c'est la référence par en avant. Dans la mesure où, si j'anticipe pas qui va être le tueur dans un Agatha Christie, le spoiler n'existe pas. Ne m'affectera pas, en tout cas. Il n'y aura pas pour moi de spoiler, tout comme si c'est si dans, on va represser avec Batman, si dans Batman il y a un clin d'œil à Superman, mais que j'ai aucune idée de l'univers de ces personnages-là, je ne vais pas saisir donc la référence ne s'opère pas. C'est peut-être une piste à interpréter. Juste pour rebondir, dans le roman policier, toute la structure du genre tend vers la révélation. Absolument. Ce qui n'est pas du tout la même chose que dans Madame Bovary. Oui, c'est vrai. Voilà, C'est ça. là, il y a quand même une différence générique. Oui, effectivement. Puis, c'est ça, puis on s'attend aussi à cette révélation-là. Donc, si elle n'arrive pas ou si c'est déjà divulgaché, ce ne sera pas le même effet que, par exemple, le Batman dont tu parles. C'est pas un élément de l'intrigue anodin. Non, c'est ça, exactement, ouais. C'est pas juste un élément de l'intrigue. C'est intrinsèque. Mais pour ajouter à ce que tu disais, Simon, je n'allais pas mentionner ici, mais un peu en miroir au need for affect, need for cognition, je distingue
deux types de spoilers aussi. Les spoilers cognitifs, donc qui sont vraiment attachés à l'information sur le texte, et le spoilers affectif, donc, comme je le nomme. Là. Donc, dans ma vie de tous les jours, là, c'est pas encore intégré dans ma recherche universitaire, mais... Donc, quand quelqu'un regarde un film ou une série, il nous dit s'ils ont aimé ou pas aimé ça. Ça influence aussi la manière dont on va recevoir cette œuvre-là. Donc, ça influence la manière dont les attentes qu'on va avoir par rapport à ça et si on va aimer ou pas aimer l'œuvre après. Donc, j'en ai pas parlé beaucoup, là, mais c'est quand même une piste que j'essaie d'explorer. Je vais sûrement explorer prochainement. Là. Une question Peut-être jusqu'à la d'abord, fin, et après, tu fais la bière. Pour rebondir sur ce que tu dis, Simon, sur Bane et Batman, puis vraiment, c'est ce que tu dis aussi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une question de faire l'authenticité de l'expérience de la vérité. Mais par authenticité, j'entends vraiment que la vérité soit médiatisée par l'auteur seulement, par l'instance autoriale, qu'il n'y ait pas un autre médiateur, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui va te dévoiler la vérité. Je me souviens, il y a de nombreuses années, quand on attendait le dernier Harry Potter, il y avait eu 2 versions, avant que ça sorte, il y avait eu 2 versions leakées d'Harry Potter. Et puis finalement, l'idée c'est que c'était les 2, c'était du fake. Mais en fait, il y en avait une des 2 qui était vraie. Il y avait des gens que je connaissais qui l'avaient lu, la vraie. Il y avait un peu quelque chose de la déception de savoir qu'il avait lu d'avance cette vérité, c'est-à-dire qu'il avait eu conscience de la vérité, mais pas d'une façon authentique, là, si on peut dire, avec tout ce que le terme problématique, mais vraiment d'avoir eu comme une révélation de la vérité, mais d'avance, qui passait par un autre médiateur. Donc, je me demande si... Oui, bien, je trouve que la question d'authenticité est intéressante, puis j'arrive toujours pas à la saisir, mais c'est tellement un idéal qui révèle plus sur la manière dont on perçoit les œuvres, qui peut être quelque chose d'atteignable, à mon avis. Là. Ce que moi, je pense qui est authentique, ce sera peut-être pas ce que quelqu'un d'autre pense qui est authentique. Donc, ça dit quelque chose sur ma manière dont je perçois ces communautés-là aussi, dont je perçois mon activité de réception et mon expérience du texte. Fait que j'ai l'impression... C'est pas une notion qui est saisissable et qui, oui, est excessivement problématique, je te l'accorde. Là. Donc, mais c'est une bonne remarque. Moi, j'avais envie de parler de l'histoire du paradoxe du suspense, qui est cette résistance du phénomène du suspense au fait qu'on connaît déjà la fin. Et donc, qui là, va complètement à l'encontre du problème du spoiler. Premier élément. Deuxième élément, le fait que quand on vous dit... Enfin, moi, j'ai lu des Agatha Christie, je me rappelle jamais la fin, jamais. Je peux le enfin, je me rappelle je suis tellement contente de ne pas être toute seule dans cette situation-là. Et donc, voilà, il n'y a aucun problème pour le relire, à la fois par un côté, par la résistance même du procédé, et par cette espèce d'amnésie de, en fait, la solution n'est pas vraiment importante. Donc, en tout cas pour le texte écrit, non... Le contexte sériel est un petit peu différent, à cause de mais pour le texte écrit et unitaire, je pense qu'il faut très sérieusement nuancer. Oui, définitivement. C'est ça, c'est une question excessivement complexe que je peux pas aborder dans son intégralité en 20 minutes, mais je trouvais que la présentation qu'il y avait eu un peu plus tôt sur le revisionnement amenait des pistes très intéressantes par rapport à ça, où la relecture ou le revisionnement est aussi une réinterprétation et on revit les mêmes émotions au même moment et même on les anticipe, donc on les revit à nouveau mais d'une manière différente. Donc il y a beaucoup de paramètres qui viennent influencer tout ça ici, puis la question du suspense c'est excessivement important par rapport à ça et oui, on veut... Moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette première lecture, comment elle est vécue. C'est sûr que quand on rentre dans la relecture ou le revisionnement, là, c'est très différent, mais cette première lecture, est-ce qu'on décide de jouer le jeu du texte ou de jouer contre le texte en essayant de trouver des informations? Donc, c'est plein de types de lectures qui déterminent des postures aussi, des postures interprétatives, et ils sont souvent associés à des communautés et il peut y avoir aussi
c'est là que la communauté puis l'aspect relationnel de la chose vient m'intéresser. C'est comment aussi il y a des clashs entre ces postures interprétatives-là dans les conversations qu'on peut avoir après sur une œuvre. Donc, c'est une bonne remarque, merci. Est-ce que ça ne tient pas aussi d'une certaine manière, pas de la qualité de la fin, mais à quel point la fin serait marquante? Parce que, je veux dire, pour des gens... Alors, ça m'est arrivé aussi, hein, même des fois, les fins des romans ou les fins des films sont bonnes, mais d'un autre côté, si on prend certains films comme Le Sixième Sens de Shyamalan, ou si on prend The Empire Strikes Back pour Star Wars, j'ai rarement vu quelqu'un qui me dit Dark Vador, c'est l'oncle de... je me rappelle plus. Ou à la fin du... Bon, c'est ça, il y en a des plus marquants que d'autres. Donc, est-ce que ça tient pas simplement aussi de ça, quoi? C'est ça, il y a des faits, à mon avis, qui ont été... C'est ça, le meurtre de Roger Ackroyd, on sait, une fois que la réévaluation a été faite, on peut plus relire le texte sans repenser à tout ça, parce que la structure du livre au complet est faite là-dessus, donc on cherche les indices. Même chose avec comme Luke, je suis ton père et compagnie, là. Donc, c'est dans ce cas-là, on a un twist qui remet en question toute la relecture du récit. Ouais, comme Le Sixième Sens aussi, même chose. Là. Mais c'est des twists qui ont été immensément canonisés ouais, aussi. C'est ça. C'est ancré dans la culture populaire. Comme Psycho, on sait tous que c'est Norman Bates. Ah bon? Non, oui, j'avais juste une petite remarque. On est envahi par un texte. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de réaction presque salutaire, presque d'hygiène textuelle, j'allais dire, qui est de se dire, bon, on en a parlé, mais je vais avoir mon expérience. Hein, donc il y a une sorte de retour de l'aura, etc. Et donc je trouve que c'est intéressant de voir que le spoiler, pour moi, c'est plus un symptôme d'une résistance, d'une certaine expérience esthétique que nous voulons avoir. Voilà. Comme une réappropriation voilà, de notre expérience esthétique idéale. Parce qu'on est submergé de discours sûrs, de discours d'accompagnement et de paratexte, etc. Et donc, moi, j'aurais envie de plutôt... Le spoiler me paraît presque pas très important. Ça dépend des gens, disons. Hein, je pense qu'il y a des gens où c'est plus difficile à supporter. Mais je le vois plutôt comme un signe d'autre chose, un signe d'un désir de... Voilà. Alors, ça a été décrit, hein, chez Stendhal, il y a un mélomane qui veut absolument pas entendre ce qu'on a dit sur l'opéra, il veut y aller comme ça, voilà, il veut fermer les écoutilles et aller assister à l'œuvre, voilà, avant qu'on lui ait dit quoi que ce soit sur l'œuvre. Donc il y a quelque chose comme ça qui est un peu empêché par la culture médiatique et qui reste quand même un référent de l'expérience esthétique, quoi. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Ouais, c'est intéressant, ouais. Merci. Bon, la dernière. Une remarque plus qu'une question. Bon, déjà, je dénonce à ma droite, mais ça fait plusieurs années qu'on en parle. Claire me dit la crainte du spoiler n'a pas sa place dans le monde universitaire, parce que fatalement on va y être confronté, on ne devrait pas avec. Et en même temps, on est des AK fans, et à un moment, c'est vrai qu'on a peut-être besoin d'apprécier la série et de retrouver cette expérience esthétique. Moi, ça me faisait penser aussi à ce que Nathalie Maroun, dans sa thèse sur Six Feet Under, a fait, c'est que carrément dans son analyse, elle considère comme un délit d'initié, elle le dit, d'analyser l'œuvre en partant de sa fin, surtout pour une œuvre progressive, qui s'est écrite donc dans l'incertitude de son déroulement. Mais c'est un questionnement qui n'a rien à voir spécifiquement avec le spoiler, mais qui se rapproche un peu, puisque dans sa thèse, elle fait l'analyse de Six Feet Under du coup, de façon chronologique. Dans l'ordre de la diffusion, elle ne révèle la fin qu'à la fin. C'est-à-dire qu'on peut aussi s'arrêter au moment, si on n'a pas vu toutes les saisons de Six Feet Under, on sait exactement où s'arrêter son analyse. Comparé à la plupart des analyses de séries, lorsqu'on se lance dans Sarah Actuel qui parle de Lost, par exemple, on sait dès le début que certaines personnes meurent à la fin. Et je trouve qu'effectivement, c'est une question intéressante qui a trait à la fois à nos collègues, à nos étudiants aussi. J'essaie de ne pas les spoiler, les étudiants. Je ne sais pas si vous faites pareil, mais effectivement, c'est presque impossible aujourd'hui de ne pas être spoilé aussi. Surtout qu'il n'y a pas de règles spécifiques. Non, c'est ça.
Mais c'est intéressant de voir que comme la forme de sa thèse a fini par adopter aussi la forme de la série, là, donc Pour retrouver. ouais, c'est intéressant, merci.